Alors, M. Gignac, on s'est déplacé à la première avenue Est. Pour situer les gens qui connaissent un petit peu Portneuf, dans le fond, on part du centre-ville, puis on monte, là. C'est ça, dans la montagne. Oui, c'est ça. En fait, à partir du pont qui est tout près du bureau de poste actuel, ce qu'on appelle le secteur Est, c'est ici. C'est un embranchement, là. C'est la première avenue. Et puis, à l'extrémité Est, il y a l'embranchement avec la route 138. Puis j'allais dire, on rencontre sur notre chemin une structure assez impressionnante, mais avant, c'était un petit phare, là. Mais là, c'est vraiment un phare moderne. Oui, c'est ça. C'est un phare qui sert à la navigation sur le fleuve. Parce que Portneuf étant sur le bord du fleuve, il y a une relation quand même très étroite avec le fleuve et les navigateurs. Donc maintenant, c'est informatisé, et puis là, on a un appareil qui est là, qui est moderne. Mais ça a commencé avec un tout petit phare qui était complètement sur le dessus, parce qu'il y avait des côtes à l'arrière du phare actuel, là. Et puis on avait bâti un dès 1840, là, qui était en pierre, sur lequel là, les gens allaient chaque soir allumer la lampe, là, oui, c'est ça. Et puis ça avait un but bien précis, c'était de guider les navires qui descendaient le rapide Richelieu à Deschambault. Donc lui, en se fiant sur cette lumière-là, il pouvait sortir, parce qu'à l'époque, c'était pas canalisé, ça. Il fallait absolument qu'il suive une ligne, donc ça a servi longtemps. Par la suite, on a abandonné le petit qui était sur le dessus. Et puis, à l'emplacement même de celui-là aujourd'hui, il y avait une maison qui avait été achetée, qui était une maison de pierre à l'époque, mais qui ne paraissait pas parce que lorsque ça a été utilisé en tant que phare, ce que se souvient, puis toutes les vieilles familles se souviennent, c'était une bâtisse, mais qui était tout de bois. Sauf qu'il fallait savoir qu'en dessous de tout ça, il y avait une maison de pierre. Elle a été rabriée en bois. Ça, c'est un élément qu'on a su tout récemment, là, de part des gens qui ont habité cette maison-là. Mais cette maison-là n'est plus existante, c'est non, ça? elle a été détruite là, pour faire place. Ça fait plusieurs années que ça a été détruit. Et puis, on a remplacé ça par une structure là, qui est un peu plus haute. Parce que là, avec le temps, il y a des arbres, il y a toutes sortes de choses. Et puis, j'imagine que c'était plus efficace là, de cette... Comme ça, ouais. Ben oui. Juste en arrière de nous, ben, je pense que vous avez peut-être vu au coup d'œil, on a une maison magnifique qui serait probablement la première maison de Portneuf, on pourrait dire. Non, pas nécessairement la première, mais, Celle qui existe aujourd'hui. ben, c'est à peu près pour l'époque française de l'occupation de Portneuf, de la ville, ce serait pour nous, selon nous, la plus vieille, à partir de documents papier, si on veut. Parce que là, ça prend en fait des éléments sur ces documents-là pour nous confirmer que la maison était bien là. Mais il faut faire quand même une étude de structure si besoin était. Mais d'après nous, c'est la plus vieille et aussi, on pense, la seule qui remonte à l'époque française. Les autres vont aller après 1760. Il faut le mentionner, c'est une magnifique maison, effectivement, le style. J'ai des connaissances très sommaires en style, mais effectivement, quand on voit ça, c'est vraiment français. Oui, c'est le style canadien-québécois, là, avec les toitures en pente, avec un revers sur le bas pour permettre une galerie, là, si on veut. Là. Mais sur la photo que vous allez voir, qui est une photo d'époque, là, on voit qu'elle a vraiment l'aspect qu'elle devait avoir là, au tout début. Là. Là, dans vos documents, vous l'appelez la maison Frenette-Marcotte. Là, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'histoire. Hein? Bien, c'est ça, c'est que justement, les documents qui nous ont permis de la situer, c'est que ça a été bâti. D'abord, la terre ici appartenait au début par des Frenettes. Et puis, parce que c'est une des plus vieilles familles aussi avec les Gignac qui se sont établis dans l'ouest complètement de Portneuf. C'est un fils qui s'est établi ici. Il y a encore des Frenettes puis encore des Gignac ici. Ah oui, oui. Puis au niveau du comté, hein, oui. c'est des très vieilles familles. Oui. Et puis, ouais, ici, en fait, il y a eu 4 générations de Frenettes. Et puis la dernière génération, ils se sont donnés à un Marcotte, Charles Marcotte, qui est un navigateur. Et à partir de lui, il y a eu 4 autres générations de Marcotte qui ont habité cette maison-là. C'est pour ça qu'on avait attribué un peu à ces 2 familles-là le sort de cette maison-là. Là. Tantôt, vous m'avez fait remarquer aussi le côté droit de la maison. C'est sûr qu'il y a des petites choses qui ont été faites depuis le temps, mais il y a quand même une petite maisonnette. Puis aussi, il y a comme un canal, comme un ruisseau. Hein? Exact, c'est ça. C'est qu'à l'époque, il n'y a pas tellement longtemps, on pouvait voir encore le ruisseau qui coulait. Maintenant, il a été caché avec de la tuyauterie. Mais cette petite cabane-là donne accès à une source. Puis ça, c'était l'élément le plus important à l'époque, quand tu voulais bâtir. Puis Portneuf
les plus vieilles maisons, on peut associer à chacune une source qui est tout près de la maison. Ouais, souvent, ces maisons-là en pente, il y a des petites chutes ou des choses comme ça qu'on peut trouver. Oui, bien c'est ça. Puis la pente en arrière, ça permettait l'éclosion de sources d'eau fraîche. Puis ça, c'était très, très important à l'époque, là. On se parlait aussi tantôt de la rallonge, c'était intéressant. Ça servait justement pour garder la fraîcheur, on pourrait dire. Oui, bien en fait, c'est ce qu'on appelait communément les cuisines d'été, là. C'était une partie plus ventilée, à l'abri du côté est, souvent des maisons. Le soleil ne l'atteignait pas en après-midi. Fait que c'était utilisé l'été pour les chaleurs, là, pour soulager un peu les gens, là. Pourquoi le noyau villageois s'est déplacé plus vers l'ouest par la suite? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de maisons ici, mais y a-t-il une raison? Ouais. En chronologie, en fait, Portneuf s'est bâti d'est en ouest. OK. Bon, la rivière étant un facteur important dans ça. On va voir un peu plus tard le pourquoi avec l'histoire des ponts. Mais on a parlé un peu tout à l'heure de l'église de Cap-Santé. Donc, tous ces gens-là, l'accès à l'église jusqu'en 1861 était à l'est, vers Cap-Santé, comme on le connaît aujourd'hui. Et puis, progressivement, à mesure qu'il y a eu d'autres citoyens qui se sont ajoutés, c'est allé vers l'ouest. Puis d'ailleurs, de par la structure des bâtiments, de par l'architecture des bâtiments, je devrais dire, on le voit là, qu'on part, on a une progression de maisons québécoises. Il y a la petite maison du travailleur qu'on va voir dans le secteur du pont tout à l'heure. Après ça, on va vers la maison avec des toits mansardés qui ont, pour la plupart, été appartenus à des navigateurs qui, quelque part, avaient un peu de sous plus que la moyenne. Et puis, on va aller vers l'ouest où les victoriennes sont apparues là, avec l'influence qu'on a connue là, au début du 20e siècle, là. Alors ici, on a un dernier petit sujet, c'est l'impact aux papeteries et rue Saint-Charles. Oui. Il y a eu un phénomène, parce que d'ici au chemin neuf, un autre aspect qu'on va voir tout à l'heure, les terres qui ici ont été concédées dans les années 1740, il y avait de particulier que ces gens-là ont obtenu, des Ursulines qui étaient à ce moment-là les seigneurs, ont obtenu 3 terres de long. Le standard ici à Portneuf était 3 arpents de front sur le fleuve, de large autrement dit, mais 40 de profond. Mais les 5 ou 6 familles qui ont eu les premières terres d'ici le chemin neuf ont obtenu 3 terres de long. Donc, il y avait 100 arpents. Donc, ils ont obtenu du même coup ce qu'on peut appeler la deuxième concession, ou le deuxième rang, et même le troisième rang. Donc, Portneuf Station, le secteur nord de la ville de Portneuf actuelle, fait partie du deuxième rang, ou de la deuxième concession. C'est donc les gens d'ici qui ont commencé à concéder des emplacements sur la rue Saint-Charles. C'est l'impact qu'il y a eu. Et en plus, on sait que la papeterie, la majorité, la compagnie qu'on a connue comme la compagnie Gifford, maintenant MPI, qui s'étend au nord de la première concession de ces terrains-là, c'est progressivement ces gens-là d'ici qui ont vendu des parcelles où est maintenant la papeterie du long de la rivière. Vraiment spécial. Et d'ailleurs, si on prend Portneuf Station, dans tout le reportage, c'était le nom à l'époque, dans le fond, de l'autre côté de Portneuf. Oui, le Portneuf, la station, c'est qu'il faut dire que le Canadien Pacifique a été le premier chemin de fer à s'installer dans la région. C'est devenu le Canadien Pacifique. À l'époque, il ne portait pas ce nom-là. Mais déjà, tout le monde, parce que la population était plus importante en bas, on allait à Portneuf pour la station. Okay. C'est resté Portneuf Station. Okay, je comprends. Alors, on va se déplacer. On s'en va justement au manoir Edward Hale, qui est une autre belle maison qui est un petit peu plus bas ici. Là. Oui, monsieur. On va aller voir ce secteur-là, qui est quand même assez important aussi dans l'évolution de Portneuf. Ah, monsieur Gignac, j'adore ça venir ici. Vous avez 2 monuments patrimoniaux importants ici à Portneuf, à même pas 2 coins de rue. On va parler de celui qui est en arrière ici. Puis c'est bizarre parce qu'on remarque tout le temps la chapelle, puis on oublie souvent la maison, alors que c'est probablement la maison qui est un petit peu plus importante. Oui, en fait, les maisons canadiennes, les gens sont un peu habitués à ça. Sauf que celle-ci a une histoire vraiment particulière parce qu'elle est, entre autres, le dernier manoir seigneurial encore à exister dans une des baronnies qu'on a parlé tout à l'heure en Amérique. C'est la seule qui a encore une bâtisse qu'on peut qualifier de manoir seigneurial.
D'ailleurs, le titre de manoir seigneurial, ça a une raison bien spécifique. Il faut que la maison en question ait été habitée par le seigneur du temps, parce que là, on parle d'avant l'abolition du régime seigneurial dans les années 1850, mais ici, elle a été habitée par Édouard Hale et il a reçu ici des rentes seigneuriales. Donc, elle a acquis ce titre-là lors de son occupation. Mais c'est une maison qui a été faite bien avant. Ça a appartenu à un Delisle, Jacques Delisle, qui l'a construit selon nous, là, selon les recherches qu'on a faites. Cette maison-là a été faite un peu après 1760. Là. C'est une maison en deux parties, il faut le mentionner, là, où ce qu'il y a justement, juste après la porte ou un petit peu avant la porte, il y a une autre partie qui servait justement du bureau à M. Hale, c'est ça? Exact. La partie est, si on inclut la porte qu'on voit vis-à-vis nous, c'est une section qui a été ajoutée par Édouard Hale pour en faire son bureau, là, pour faire recevoir ses gens. Mais à l'époque, la maison originale occupait la partie ouest de ça, avec les trois lucarnes qu'on voit là. Il faut le mentionner, c'est une magnifique maison, encore en très bel état, c'est intéressant. Oui, bien en fait, Jean-François Corbeil, dont on a parlé brièvement tout à l'heure, qui est le co-auteur du livre là, Au 10 lieues de Portneuf avec moi, il en est le propriétaire. C'est de longue date. Son père était impliqué lui-même dans l'achat de cette maison-là, qui a brûlé partiellement à l'arrière, qui a été complètement rénové, mais l'extérieur a été remis tel qu'on l'a vraiment connu, avec la tôle canadienne et puis le revêtement, un peu tout ça, les aménagements. Là. Est-ce que c'est la maison qui lui a donné le goût de s'intéresser à l'histoire? Ben, en fait, c'est lui qui a apporté l'histoire de la maison, parce qu'à Portneuf, c'était très peu connu, ça, à l'époque. Là, on parle que ça fait au moins près d'une vingtaine d'années qu'il en est le propriétaire. Et puis lui, de par ses recherches au départ, savait que cette maison-là avait cette histoire-là. Ce que nous, on n'était pas encore impliqués au niveau de l'histoire, donc c'est plus ou moins important. Puis, je vais vous dire, elle était dans un état qui ne laissait pas voir ça non plus. Là. J'aimerais que vous me parliez un petit peu, les gens qui sont autour, qui restaient à côté de la maison du Seigneur, ça servait à quoi pour eux autres, le Seigneur? Est-ce qu'ils allaient le voir? Est-ce que c'est lui qui collectait les taxes? C'est quoi, juste? Oui, bien, en fait, c'était pas vraiment une taxe, mais la terre qu'il possédait, c'était pas fait dans un achat global. C'était vendu, mais avec une rente. Donc, annuellement, c'est une rente qu'on redevait. Au tout début, à l'époque française, on parlait de chapon, qui est un petit coq, des choses comme ça. C'était minime comme redevance. Là. Puis les rentes, quand c'est ajouté ça en monnaie de l'époque, c'était quand même pas très dispendieux. Mais le but était de laisser ces gens-là au moins pouvoir prospérer sur leur terre sans... Bon. Et puis d'ailleurs, le type qu'on parlait tout à l'heure, M. Édouard Hale, lorsqu'il était décédé en 1862, on lui devait à ce moment-là plus de 2000 $ en rente seigneuriale. Ah oui. Donc, il n'était pas vraiment dur avec ces gens-là. Il était de bonne entente avec eux parce qu'il y en a beaucoup qui ont passé tout droit là, à la rente seigneuriale. Puis lui, j'imagine qu'il concédait des terres. Puis là, vous me dites dans vos notes que c'est lui qui a concédé les dernières terres aussi ou... Ben, écoutez, la majorité des terres, quand lui est arrivé, c'était concédé. Okay. Les dernières à avoir vraiment concédé à l'arrière-pays, c'est les Ursulines, qui ont été les seigneuresses ici de 1740 jusqu'en 1851, lorsqu'ils l'ont vendu, la seigneurie, à Angus MacDonald. Donc, ce qu'on peut appeler à l'arrière ici de Portneuf, le secteur nord, ça s'est fait beaucoup avec eux, les religieuses, avec elles, je devrais dire, excusez. Ouais. Mais par après, oui, il y a eu quelques rentes, surtout quand on va parler des Irlandais un peu tout à l'heure, c'est là que Édouard Hale est plus concerné. Là. Et là, juste de l'autre côté, il faut parler de la chapelle. C'est vraiment un monument important ici à Portneuf. Et c'est la preuve de la présence importante des anglophones. Oui, d'ailleurs, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, en 1861, il y avait quand même 25 % des familles qui habitaient Portneuf qui étaient anglophones. Donc là, on sait qu'à compter de ces années-là, déjà, il y avait un peu d'industrie, dont le papier qui était en fonction. Ça a amené beaucoup de compatriotes écossais. Donc, il s'est établi une assez grande quantité de ces gens-là.
Et puis, pendant des années, parce que tout à l'heure, on va aller se déplacer vers Hillsborough, où en 1843, les Irlandais ont bâti leur propre chapelle. La communauté anglophone a participé à ça, a étalé, mais dans Portneuf, aller jusqu'à la construction de celle-ci en 1884, on a utilisé certains locaux qu'ils possédaient comme lieu de culte. Mais c'est par après, avec l'importance, en 1884, sous la pression de plusieurs familles, on a finalement bâti celle-ci. C'est encore fonctionnel, il y a encore des offices. Hein? Oui, oui. D'ailleurs, c'est des offices qui sont à peu près à une fois le mois. Et puis, depuis quelques années, depuis au moins 2 ans, on fait même des offices en français. Ah oui? C'est une fois par mois, eux aussi. Chacun a leur dimanche, hein, comme tel. Et puis, les gens, ceux qui sont intéressés, vont faire leur dévotion là. Nous autres, on est privilégiés. Vous allez voir justement où vous les avez déjà vues, les images intérieures. Est-ce que les gens, c'est possible d'aller visiter quelque part cette chapelle-là ou c'est difficile? Il n'y a pas de visite organisée comme telle parce qu'il reste que c'est une chapelle privée là, d'une façon. Ça s'est fait déjà à quelques reprises. Avec la permission de ces gens-là, on l'a fait. Je vous dirais qu'il faut se payer une messe pour pouvoir la visiter maintenant. Alors, on va se déplacer. Il y a un petit parc qui a été créé dernièrement, un petit peu plus loin ici, et il est chargé d'histoire là aussi. Oui, d'ailleurs, c'est l'histoire un peu de ce que nous, on a appelé, c'est un lieu-dit. La côte qui est là, on l'a appelée longtemps, elle s'appelle encore la côte du ministre. Puis il y a une explication à ça qu'on vous donnera tout à l'heure. Parfait, à tantôt. Alors, tel que promis, M. Gignac, on est au coin du chemin Neuf, mais ça ne s'est pas toujours appelé chemin Neuf. Et on a une belle bâtisse ici en arrière de nous, alors belle explication. Oui. En fait, dans l'appellation populaire, cette côte-là s'appelle la côte du ministre. Bon, et puis le petit parc qui est ici va prendre cette appellation-là. Il y a une explication, en fait, c'est que la maison derrière moi, ça avait été fait à l'époque par le seigneur Édouard Hill. C'était une maison pour sa famille. Mais lorsqu'on a parlé tout à l'heure des anglophones, on avait une chapelle à Hillsborough en haut, dans le rang de la chapelle. Là, la communauté anglophone ont finalement pu avoir un prêtre pour desservir leur secteur. Bon. Et puis là, il leur fallait un endroit pour l'habiter. À l'époque, ils ont acheté d'abord cette maison-là. Okay. C'est devenu le presbytère, mais ça s'est fait avant la construction de la chapelle ici. Oui, ouais, c'est ça. La chapelle est venue par la suite. Okay. Mais dans l'appellation populaire, le prêtre anglican, pour les francophones, on les appelait parce qu'en anglais, on parlait de minister. Donc, finalement, c'est devenu ministre. Et puis, cette maison-là, il faut savoir qu'à l'époque, elle était accolée à la côte. Elle a été déménagée, d'ailleurs, par 2 fois. Mais elle est tout près de ça. Donc, la côte comme telle est devenue la côte du ministre. Mais le chemin comme tel est quand même vieux. C'est que là, il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'on a bâti un pont à Pont-Rouge, qui est devenu le pont des Ries, que tous les gens connaissent, bon, là, on venait d'établir une nouvelle route pour, entre autres, la Poste, pour se diriger vers Montréal. Parce que là, la rivière Jacques-Cartier était escalée, c'était pas facile de traverser. Ils ont créé le pont à Pont-Rouge. Mais de là, à rejoindre la première avenue qui, à partir de 1790, c'était le nouveau chemin du Roi. Ouais. Là, on a dit, on va faire un raccourci dans ça. Donc, à partir du pont des Ries, on a utilisé déjà des chemins qui étaient faits dans le rang Bois-de-l'Aille, Terrebonne, etc.
Et puis, jusqu'au niveau de ce qu'on appelait le petit bois de l'Aille, maintenant, c'est les limites de Saint-Charles, pas Saint-Charles, excusez, de Cap-Santé, Saint-Basile et Portneuf. Oui. Il y a un point de rencontre. Il restait à créer un nouveau chemin à partir de là pour venir jusqu'ici. Cette portion de chemin-là a été faite après entente des propriétaires. Et puis, c'est devenu le chemin neuf. OK. C'est de 1815 environ. Puis ça a été établi dans la deuxième petite maison ici, pas loin, qui sera filmée ultérieurement. Là. Mais c'est un monsieur Mercure qui est impliqué dans cette aventure-là avec Édouard Hale, les Allsop. Donc, ça s'est réglé dans cette petite maison-là. Tout Donc, ça revenait ici. Fait qu'ici, ça serait comme le chemin du roi de l'époque. Oui. C'est ça, hein? Oui, ça, c'est une version, là, la version la plus longue qu'on a connue, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure où on était, mais le premier chemin du roi a toujours longé le fleuve, la rive du fleuve. Jusqu'en 1745, où on a établi un pont, où on va aller tout à l'heure, là. Mais auparavant, on traversait la rivière à gué. Puis ça a été un phénomène, parce que là, on est quand même, jusqu'en 1745, il y a quand même été un demi-siècle où on la traversait quand on pouvait. Ça a même créé, à un moment donné, une histoire que les gens qui étaient à l'ouest de la rivière ont demandé à être attachés à la nouvelle paroisse de Deschambault, ce qui avait été refusé par l'intendant. OK. Mais ça a failli à ce moment-là. OK. Donc, ben, si vous voulez un petit peu plus d'informations sur l'histoire, vous avez le panneau, le beau parc qui a été créé 4-5 ans environ. Oui, tout récemment. Là. C'est un parc là, qui est maintenant par la ville, qui est en fait partagé parce que la première partie, le terrain appartient toujours à la communauté anglophone avec la chapelle, mais il a été gracieusement passé pour faire partie de ce parc-là. C'est une halte en même temps là, pour les gens, une entrée, puis on voulait éventuellement donner de l'explication à cet endroit-là là, pour situer les touristes. Là.